Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de la péninsule acadienne, bonjour. Nous voici installés à la médiathèque de Loudun dans une salle aimablement mise à notre disposition par la directrice Madame Elisa Dersoir pour la réalisation de l'enregistrement de cette visioconférence dans le cadre du Salon du Livre de la péninsule acadienne, auquel j'ai été aimablement invité par le directeur M. Christian Blanchard, en ma qualité d'auteur et que je remercie. Je vous parle donc depuis la France et plus particulièrement depuis Loudun, site historique au carrefour de l'Anjou, de la Touraine et du Poitou, Loudun étant situé en Poitou, département dont le président est un voisin, M. Bruno Belin, domicilié à Mont-sur-Gaine. Loudun, une agréable commune de 7000 habitants au Nord-Vienne qui en regroupe 25 000 avec l'ensemble des 49 communes du canton du Loup-du-Nez et qui fait partie de la région Nouvelle-Aquitaine. Loudun, ville aux façades blanches avec sa pierre de tuffeau et aux toits bigarrés de tuiles rouges et d'ardoises. Loudun, qui fait partie des plus beaux détours de France. Loudun, où est né Théophraste Renaudot en 1586, père des journalistes et médecin des pauvres, où se situe sa maison natale. Loudun est connu pour sa tour carrée, pour la sauvegarde de laquelle a été organisé un important chantier de restauration à l'initiative de la municipalité et plus particulièrement de M. Joël Daza, son maire, réélu cette année, et aussi président de la CCPL, communauté de communes du pays Loup-du-Nez. Et je dois vous parler de la médaille. À l'occasion des travaux de restauration de notre tour, a été réalisée une médaille inédite dans l'histoire du Loup-du-Nez, qui est le fruit d'un travail réalisé en 2018 par 8 élèves de l'école du Martret, passionnés d'histoire, qui sont devenus nos ambassadeurs du patrimoine. Médaille réalisée dans le cadre des nouvelles activités périscolaires, encadrée par les bénévoles de l'association Le Collectif de la Tour, dont je suis présidente. Aidée par les archéologues de la Société intemporelle et des équipes de la Soporène, Société poitevine de restauration. Médaille qui a été offerte à Chipagan par Madame Touré Michel, présidente fondatrice de l'échange Loudun-Chipagan, lors du dernier déplacement à Chipagan en 2019 et à laquelle nous faisons un clin d'œil. Michel, on ne t'oublie pas, on t'embrasse. Cette médaille a fait l'objet d'une souscription avec la Fondation du patrimoine en faveur de la restauration de la tour carrée. Et nous saluons M. de la Bouillerie, l'actuel président de ce jumelage. Pour réaliser cette vidéo transmission, une équipe que je vous présente et que nous remercions. Pour Loudun, Madame Elisa Dersoir, directrice de notre médiathèque, qui a de suite accepté de participer à l'événement. Monsieur Jacques Travadel, président de l'association Célesta Folia, partenaire pour les lectures à deux voix, venu spécialement des Sables d'Olonne. Monsieur Martial Samar, directeur de la société SOS Informatique, technicien auquel nous avons fait appel afin de nous assister dans cette démarche. Pour Chipagan, des
échanges constructifs et sympathiques se sont établis avec M. Christian Blanchard, directeur général de ce salon du livre, par qui, en tant qu'auteur, j'ai été sollicité après avoir reçu un courrier de Madame Édith Robichaud, présidente de l'échange pour Chipagan. Et avec le soutien de la table de concertation, la TCCVCFPA, table de concertation pour contrer la violence conjugale et familiale dans la péninsule acadienne, qui a accepté de commanditer cet événement. Ce qui va nous conduire vers le sujet de cette visioconférence, femmes sous emprise. Mais pourquoi femmes sous emprise? Parce que si l'actualité parle régulièrement des maltraitances physiques que peuvent subir les femmes, ces sévices étant les plus visibles, il existe toutefois une forme plus insidieuse de violence, celle de la maltraitance psychologique, et en exemple notamment celle subie par Suzel. Suzel, qui est l'alter ego de Suzanne Ravinet dans son livre Au fil des jours. Donc Suzel, en présence de son compagnon pervers narcissique. Pendant 17 années, Suzel, la victime, est assujettie au fil des jours dans une relation insidieuse qui nécessite tout d'abord du temps avant d'être comprise, avant de réaliser que la situation est anormale et nocive et qu'elle ne peut plus durer. Et puis, il faut du temps pour s'en déprendre, pour s'en remettre une fois libéré de l'emprise d'une telle personne. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique? À partir d'extraits de l'ouvrage Les pervers narcissiques de Jean-Charles Bouchou, qui est écrivain, psychanalyste et psychothérapeute, nous allons vous en donner quelques définitions. Le pervers narcissique utilise le lien familial, professionnel ou amoureux pour assujettir l'autre. Il ne permettra pas à sa victime de prendre de la distance et il n'hésite pas à la culpabiliser. Ses valeurs, ses sentiments et son comportement changent en fonction des gens et du contexte qui l'entoure. Il est séducteur, aimable et peut feindre la compassion et la sympathie. Le pervers narcissique ne prend jamais en compte les besoins et les sentiments des autres, sauf pour s'en servir, pour manipuler sa victime, l'isoler et la mener à ce qu'il veut. Le pervers narcissique est aussi menteur, habile avec la parole pour se faire plaindre et arriver à ses fins. Il ne supporte pas la critique, mais critique sans cesse. Le pervers narcissique, pour se revaloriser, se nourrit de l'image de sa victime. Et plus il la dévalorise, plus il se sent fort. Le pervers narcissique assujettit sa proie, son souffre-douleur, et la pousse à la dépression, à la folie, à la maladie, voire dans les cas les plus graves, à la mort par suicide ou par accident. Et qui êtes-vous, Suzanne Ravinet? Qui je suis? Je vous raconte. J'ai vécu dans une famille unie, mais ballottée par le besoin de gagner sa vie et par les aléas de la dernière guerre. En conséquence, pendant près de 2 ans, avec Jacques, mon frère de 3 ans, mon aîné, nous n'avons pas pu aller à l'école. Les parents veulent que leurs 2 enfants réussissent. Une revanche sur leur vie de labeur, à la campagne, au service des autres. Je vais suivre des études scientifiques, tandis que Jacou, pour sortir de sa condition, va vouloir s'engager dans l'armée et partir en Indochine. Il met tous ses espoirs dans ce nouveau choix de vie. Poussé par une force intérieure ignorée, je vais construire peu à peu mon itinéraire du lycée à l'entrée en faculté. Mais là, je vais devoir perdre de vue mes ambitions en raison d'une mise en retrait au profit d'un étudiant ambitieux, pervers narcissique, qui va m'accaparer et m'isoler
afin de satisfaire son dessein personnel, entreprendre, poursuivre et réussir des études médicales dont il doit s'assurer les moyens de couvrir les frais qu'implique une telle voie professionnelle. Je ne vois rien venir. Je vais entrer dans le jeu de séduction de Charles, qui m'attendrit par l'exposé de sa situation personnelle. Charles m'assujettit. Je suis né à Échirolles en Isère le 6 juillet 1936, près de Grenoble. C'est à ma retraite en 2001 que je me mets à écrire. D'abord un mémoire entré dans le collège et 3 romans autobiographiques à la suite. Il pleut sur le rocher. En 2013, à la recherche de ce frère perdu de vue, parti pour faire sa vie en Indochine. Une renaissance en 2015, où après 17 années jalonnées de déceptions, de sacrifices, d'illusions perdues et un divorce, j'apprends à vivre avec ma solitude. Puis, en 2019, au fil des jours, avec les faits toxiques que nous allons découvrir ensemble. Dans ses romans autobiographiques, Suzanne est Suzel. La 4e de couverture de ce roman autobiographique, Au fil des jours, nous donne déjà un bel aperçu de ce que va vivre Suzel en compagnie de ce pervers narcissique. Tiens, montre-moi le ticket de caisse de tes achats. Mais qu'est-ce que vient faire cette paire de collants-là avec la javel? Ne pouvais-tu pas t'en passer? Est-ce que tu m'as trompé? Dis, est-ce que tu m'as trompé? Même pas dans ta tête? Est-ce que tu m'as trompé dans ta tête? Je n'y comprenais rien. Pourquoi ces suspicions? Avec tout ce que j'avais à faire, ce n'était pas dans mes préoccupations. Seul l'objectif de l'aider à réussir me menait. Mais rapidement, une fois en ménage, s'était installé un lien de subordination. Alors que j'étais seule à assumer le rôle de chef de famille, que je lui permettais de faire ses études de médecine, et que j'assumais totalement notre fils Julien, il exigeait que je lui rende des comptes avec suspicion et autorité. Suzanne et Jacques vont vous lire quelques extraits du roman Au fil des jours, afin de vraiment faire comprendre comment Charles a pu approcher Suzel. Dans les extraits que nos deux partenaires vont nous lire, on va voir la stratégie que Charles adopte pour capturer et isoler sa victime. Et comment Suzel, celle-ci, va se laisser totalement prendre au piège. La chambre que Suzel avait trouvée à Montpellier et qu'elle partageait avec son amie Laurence se situait rue de l'Université, juste en face de l'entrée de la vieille faculté des sciences. Cette chambre avait une position stratégique pour surveiller les entrées à la faculté. Suzel, qui depuis sa fenêtre surveillait la porte et le rassemblement des étudiants, appréciait le moment opportun pour dévaler les escaliers de façon à être encore dans le flot des premiers à pénétrer dans l'amphithéâtre. « Bonjour, mademoiselle !» Bien installée à la 2e rangée, le cours de zoologie de mademoiselle Touzé s'étant terminé, Suzel s'était sentie apostrophée par derrière. La voix masculine avait été volontairement dirigée dans le conduit de son oreille droite, alors que Suzel, se levant, se préparait à sortir de la rangée en glissant le long du banc. « Si vous allez en botanique, je puis vous accompagner. » Suzel, interloquée, se retournant rapidement, eut le temps de voir que ses propos émanaient d'un étudiant aux cheveux coupés en brosse, habillé d'une veste pied de poule
étudiant qui lui parut plus âgé. Suzel ne fit pas cas de cette interpellation. Il fallait changer de lieu et se dépêcher pour gagner le nouvel institut de botanique où la bataille des places était à nouveau engagée. Le jeune homme lui emboîta le pas. Et à partir de ce jour-là, Charles s'arrangera pour se retrouver dans l'amphithéâtre au plus près de Suzel. Il n'aura de cesse de l'accaparer, de l'isoler, de l'éloigner de sa famille. Suzel, qui n'était jamais sortie de son lycée de filles, ne sentit pas venir la domination que ce garçon allait exercer sur elle. Lorsque d'autres étudiants tentèrent de l'approcher, ce fut des marches vaines. L'attitude de Charles les décourageait. Plus mûr, il s'imposait. Charles avait décidé de venir régulièrement l'attendre le samedi après-midi, devant le porche de la faculté. Charles, immuablement habillé d'un pantalon marron et de sa veste pied de poule en tweed beige. C'est la grande qui me l'a acheté sur ses économies pour mon entrée en faculté. La grande, il s'agissait de sa tante. C'est ainsi qu'il l'appelait. Et pour mon anniversaire, je me suis fait offrir 2 chemises à manchettes, devait-il ajouter sur un ton profiteur. Charles était en bas qui attendait Suzel. En cheminant, il racontait sa vie, parlait avec emphase de la philosophie. Il avait quitté le foyer paternel pour se rendre chez sa mère, s'était inscrit au lycée. Et sa mère se dévouait pour lui en faisant des ménages. Peu à peu, Charles attendrissait Suzel. Mais lorsque tous deux durent refaire leur première année de faculté, Suzel savait qu'il ne fallait décemment rien demander à ses parents dont Charles l'avait éloignée, et ne devait compter que sur elle. Quant à Charles, il se sentait menacé par le départ imminent au service militaire. Suzel envisagea, elle, de travailler et de postuler pour un poste de surveillante pour la rentrée scolaire suivante. C'est dès lors que Charles insista auprès de Suzel pour la présenter à sa mère. Et c'est alors qu'il lui parla mariage. Écoute, pour la rentrée, toi, tu prends un poste rémunéré, et moi, je m'inscris en PCB pour faire médecine. On se marie, et quand je serai médecin, tu n'auras plus à travailler. Je n'aurai plus à travailler, lui avait fait répéter songeuse Suzel. Tu n'auras plus à travailler. Je m'y oppose. Je te le promets. Tu seras femme de médecin et je gagnerai assez. Ce n'est pas que l'idée de ne plus travailler plaisait particulièrement à Suzel, mais elle savait qu'elle voulait apporter du réconfort et du bien-être à ses parents. Et l'engagement de Charles la rassurait. Suzel mettait en lui toute confiance. À ce moment-là de l'histoire, Suzel aurait pu encore s'en sortir. Mais elle était aveuglée et confiante malheureusement. Le piège va complètement se refermer sur elle quand elle va devoir travailler pour subvenir aux besoins du ménage et pourvoir aux moyens financiers nécessaires à la réussite des études de médecine de Charles. La date du mariage fut alors rapidement arrêtée au 15 décembre 1956. Confiante, je ne vis rien venir. Charles était là qui faisait œuvre de séduction pour arriver à ce qu'il voulait, refaire tranquillement son année de PCB, passer l'examen et partir ensuite à l'armée. Tandis que je devrais assurer ma présence aux nombreux travaux pratiques de première année et un service à 40 heures au collège sur lequel j'avais été nommé. Collège situé à une centaine de kilomètres de Montpellier. Je prenais le train jusqu'en Avignon, puis le car pour finir le trajet jusqu'à Orange.
Les jours où je n'avais pas de surveillance de dortoir à assurer, je retrouvais Charles dans le petit appartement à Montpellier que j'avais loué et que Charles occupait. Il me sollicitait pour que je lui fasse réciter les os, les muscles, les veines, les artères, les nerfs, toute l'anatomie de l'homme y passait. C'est qu'il devait réussir, Charles, comme il l'avait calculé, pour au moins, son sursis terminé, partir à l'armée avec son PCB en poche et pouvoir reprendre le cours de ses études, son service terminé. Je suis assujetti. Et c'est alors que Charles aura une idée. Me faire un bébé. Mais jamais nous n'avions parlé de cela avec Charles, jamais nous n'avions échangé sur ce sujet, car j'aurais refusé parce que c'était de l'inconscience en 1958, alors que Charles allait partir pour 27 mois de service militaire. J'aurais refusé parce que c'était de l'inconséquence, sachant que je ne disposerais pas des conditions nécessaires pour mener à bien une grossesse et pour accueillir un bébé, et que je resterai seule ensuite à assumer. Mais Charles voyait loin, ne permettant pas ainsi à Suzelle de prendre ses distances, et sans prendre en considération ses besoins, et ceux d'un bébé. Quelques mois après, d'ailleurs, il lui demandera d'en faire un autre, car avec 2 enfants, il serait dispensé de partir au service militaire. Plutôt que de continuer ta licence, Suzelle, tu t'arrêtes et tu postules pour un poste en primaire. Tu comprends? On ne part pas en Algérie quand on est marié et qu'on a 2 enfants. Avoir un autre enfant? Non, Charles, tu ne m'y prendras pas. Même ta mère s'est mise en colère lorsqu'elle a appris cette intention-là. Et puis, écoute, Charles, je travaille, je gère le budget, je voudrais passer le CAPES et l'agrégation. Tu n'y penses pas? Pour ensuite être muté à Lille? Laisse tomber cette idée-là. Puisque tu le sais, tu ne travailleras plus après. Et tu crois que tu vas y arriver? Avec les prémices de la fin de la guerre en Algérie, le départ des derniers appelés ne fut plus nécessaire. Charles allait en bénéficier. Pour faire son service militaire, c'était à Mourmelon, qui se trouvait dans l'académie de Nancy, au service de santé que Charles avait été affecté grâce au PCB qu'il avait enfin. Son service terminé, normalement, il devait revenir dans l'académie de Montpellier, de l'autre côté de la France. Mais rien ne se passera comme espéré. Les rapatriés d'Algérie ayant la priorité sur les nominations académiques, Suzelle ne put obtenir un poste dans l'académie de Montpellier. Charles en fut inquiet. Alors Charles allait avoir une autre idée, et il dit à Suzelle: « Mais rapproche-toi de moi, viens me rejoindre dans l'Est. Demande un poste à la faculté de Nancy, où il est bien plus facile d'être nommé. Moi, je vais demander le transfert de mon dossier de Montpellier à Nancy. » « Mais il y a Julien, le bébé !»« Je vais demander à ma mère de le récupérer. » Le bébé fut accepté par la mamie après que Charles ait eu un entretien avec elle. Pour Suzelle, cette séparation d'avec son fils, qui impliquait beaucoup de renoncements, fut une véritable blessure. On voit bien là que le pervers narcissique pense uniquement à lui et n'a aucun état d'âme quand il s'agit de blesser sa victime ou de la culpabiliser. Qu'est-ce qui se passe alors à Nancy quand Charles reprend ses études de faculté de médecine? Eh bien, Charles me demande de le loger à Nancy pour la raison qu'il faut favoriser ses études en permettant son assiduité à la faculté de médecine. Il m'incombe donc de prendre en charge tous les frais. Mais comme j'ai cependant persévéré dans mes études au cours de ces années, ma licence est terminée. J'ai les 6 certificats en poche, je suis nommée dans les Vosges sur un poste d'adjoint d'enseignement
en lycée à Gérardmer. Mais mon petit garçon me manquait tellement. Parfois me venait l'idée de partir, de me dégager de cette emprise. Mais comment? Et il y avait 7 enfants qui m'attachaient. De ma part, cet éloignement impliquait beaucoup de renoncements. Avec la pension que je versais, je devais me contenter de subvenir aux frais. Mais comment concevoir, alors que tant de kilomètres nous séparaient, qu'il puisse m'appeler maman? C'est l'année suivante seulement que je pus envisager de le reprendre. Il avait 4 ans. Maintenant, avec les 6 certificats de la licence en poche, je me sens forte. C'est alors que je reviens à la charge avec tout le bonheur que je peux exprimer. Charles avait mis tellement de fois en doute mes capacités. Maintenant, Charles, en ayant terminé ma licence, je voudrais présenter le CAPES et l'agrégation de la lancée. Mais tu n'y penses pas? Pour être muté à Lille? Laisse tomber cette idée, puisque tu le sais, tu ne travailleras plus après. Il n'y avait rien à ajouter. Je devais renoncer, déçu, une fois encore. C'est que Charles avait déjà pour idée de se lancer dans une spécialité. Il voyait loin. Pour se déplacer à la faculté, il utilisait désormais la voiture que Suzel avait contribué à acheter. Il ne voulait pas être, comme il le disait, simple généraliste. Mais la longueur et le coût des études de médecine alors que j'avais récupéré Julien pesaient sur mon budget. Je m'épuisais. Comment cette voiture que vous aviez contribué à acheter, vous ne pouviez même pas l'utiliser, Suzel? Non, non, je ne pouvais pas la conduire, bien qu'ayant passé mon permis. Mais laissez-moi vous raconter cette scène. Un dimanche d'octobre 1967, depuis 11 ans tout de même nous étions mariés, le lundi je devais assurer un cours en classe de 5e sur la reproduction des plantes sans fleurs, les sporophytes. Il me fallait, pour le préparer, me rendre en forêt des Vosges pour ramener des échantillons de mousses et de fougères que celui-ci nécessitait. Ce n'est pas sur le quai de la gare de Mulhouse, ville où j'avais été nommé cette année-là, que j'allais les trouver. Préoccupé par ce besoin, je pensais m'y rendre en voiture et je tentais d'obtenir les clés de notre 2 chevaux. Non, tu ne prendras pas la voiture. Tu ne crois pas que je vais te laisser conduire. Alors, peux-tu m'accompagner, Charles? Ce sera rapide. J'en ai absolument besoin pour demain de ces échantillons. Non, non, je n'ai pas le temps pour t'accompagner. Et tu ne crois pas que je vais donner de mon temps pour ces incapables de l'éducation nationale? Eh bien, en ce qui concerne les incapables de l'éducation nationale, c'est tout de même grâce à eux que tu peux faire tes études. Cette phrase est entre les dents que je la susurrais. Une douleur dans l'estomac, en souffrance, figée, meurtrie, révoltée, mais incapable de me défendre. Des allusions à une incapacité que j'aurais à conduire permit alors de clore la discussion. Rabroué, je n'avais qu'à me taire. Coïncidence, le lendemain, je fus inspecté et, bien sûr, sans échantillon, l'inspection se fit à mon détriment. Mais comment avez-vous fait pour vous en sortir? Non seulement il y avait atteinte à votre dignité, mais c'était votre emploi alors qui était en péril. Votre image était carrément dévalorisée. J'étais là, en effet,
assujettie pour assumer les dépenses du foyer et les études de Charles. Et j'allais à ma perte, aveuglée. Mes conditions de travail auraient été bien différentes si j'avais pu être certifiée. Ce choix que Charles me refusait. Bafouée dans mon métier, là je ne pouvais pas laisser faire. Atteinte dans ma dignité, une image dégradée, me sentant détruite, meurtrie. Ce qui me tenait, c'était l'amour de mon métier, la rencontre avec les élèves, le plaisir de transmettre. À cela, il ne fallait pas y toucher. À ce moment-là, je réagis. Tu dois parler, tu dois expliquer parce que tu ne mérites pas cela. Mais à qui? Il faut que tu expliques. Ce fut ma prise de décision. Tu ne peux pas laisser ta hiérarchie coopérer aussi à cette stratégie de destruction. Jusqu'où va-t-elle t'emmener? Il faut que tu dises ce qui se passe à la maison. Il faut que tu parles, que l'on entende ta souffrance et trouver de l'aide. Ma décision fut prise. Demander une audience à l'inspection académique. À la rentrée suivante, j'aurai la surprise d'apprendre que je suis mutée désormais à Colmar même, dans la ville où je réside, sur un poste en collège en mathématiques, puis l'année d'après ce sera en terminale en biologie au lycée Bartholdi, puis ce remplacement terminé, de nouveau en collège en mathématiques. Je comprends que j'ai été entendue. Ma démarche n'aura pas été vaine. Stéphanie naîtra en 1968. C'est alors que Charles, terminant sa spécialité, va devoir choisir un lieu pour s'installer. Il choisit le Midi, où réside sa mère. Vous revenez donc vous installer dans le sud de la France, alors que vous étiez enfin parvenu à résoudre vos problèmes d'affectation de poste. Première lueur d'espoir dans votre chemin de croix. Ce retour aux sources pour vous, qui va coïncider avec le succès professionnel de Charles, va-t-il être profitable à Suzelle ou va-t-elle retomber dans l'emprise de son mari? Il semble alors que pour votre couple, les choses vont évoluer. Que vous allez pouvoir arrêter de travailler, comme l'a promis Charles, et devenir enfin la femme du médecin. Qu'en est-il réellement? Eh bien, voyons la suite. Déjà, pour toutes les difficultés et les privations de près de 15 années allaient être oubliées lorsque Charles fut reçu à sa spécialité. Et pour l'acquisition du cabinet médical, Charles avait besoin d'une caution et il me dit: Tu as un salaire? Il n'y a que toi qui puisse m'apporter cette caution. Tu comprends? Je ne peux pas demander à mon père qui n'a pas apprécié que je retourne chez ma mère. Je compris. Et je me portais caution. Mais je vais avoir aussi besoin de toi au cabinet pour démarrer, n'ayant pas encore les moyens d'embaucher une secrétaire. Le congé pour convenance personnelle que j'avais pris faisait bien l'affaire. Mais tu peux donner directement ta démission, sans attendre l'expiration de ce congé. Non, non, j'ai posé un congé pour 3 ans, à la fin duquel je verrai, il n'est pas tout à fait expiré. Et malheureusement, la suite donnera raison à Suzelle, qui a bien fait de garder son poste dans l'éducation nationale. La réussite de Charles fut assez spectaculaire. Afin de se dégager d'un loyer, il fut rapidement question de trouver à acheter à prix abordable une maison. La maison acquise était à restaurer et je fus chargé de m'occuper du chantier, Charles n'ayant pas le temps pour cela à disposer. Je m'investis, après tant d'années d'efforts souvent pénibles, au cours desquels je m'étais dévoué avec confiance et altruisme. Cette maison où serait rassemblée ma petite famille. J'aspirais à me poser, à envisager l'avenir avec sérénité. Et me revenait la promesse de Charles. Tu n'y penses pas, laisse tomber. Puisque tu le sais, tu ne travailleras plus après.
Charles a réussi. Charles est installé maintenant depuis 3 ans. Et puis, il va y avoir le jour de trop. Passant à la villa ce jour-là du début juillet, en fin de matinée, Charles, qui avait découché, s'était mis à tourner dès son arrivée, manifestant une mauvaise humeur de circonstance, ce dont je me rendrai compte après. Et, empruntant l'escalier de pierre qui donnait accès au premier étage, il avait, fait inhabituel, fermé le bureau à clé. J'avais entendu le déclic de la clé dans la serrure depuis la salle à manger où je me trouvais. Puis, y étant redescendu et pensant sûrement m'y trouver, alors que j'étais passé dans la cuisine, il m'interpellait à voix forte, comme s'il suivait une idée. Et maintenant, tu vas me rendre le carnet de chèques. Qu'est-ce que j'ai entendu ? Te rendre le carnet de chèques ? Alors, délaissant la salade que j'allais me mettre à laver, je revins dans la salle à manger, ahuri, saisi, et, le regardant bien en face, sidéré, en articulant bien, j'interrogeai. Te rendre le carnet de chèques ? Et pour quelle raison ? Tu me rends le carnet de chèques. Je n'ai pas à te donner d'explication. Et si tu n'es pas contente, tu n'as qu'à t'en aller. Tu n'as qu'à t'en aller ? C'étaient bien les paroles que Charles venait de prononcer. Humilié, j'étais chassé de ma maison par celui-là même qui me devait son ascension. À cet instant précis, ce fut un choc, comme si mon crâne s'ouvrait au niveau de la soudure des fontanelles. Je sus désormais ce que voulait dire recevoir une tuile sur la tête. J'étais une serpillière dans la rigole d'un trottoir. J'ai eu de moi cette image. Et pour vivre, je n'avais plus rien désormais. Mon congé éducation nationale expirait en septembre. Charles, à partir de cette mise en scène, allait engager une procédure de divorce et ne rentrerait plus à la villa. Un bon divorce vaut mieux qu'un mauvais mariage, dit-il au juge des affaires matrimoniales lors de la séance de conciliation. Alors, après ça, qu'avez-vous fait, Suzanne ? Une dépression réactionnelle. J'ai pleuré, 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 sans pouvoir retenir mes larmes. Je pleurais n'importe où. Mais je devais sortir de cette situation toxique et j'ai aussi réagi. J'ai frappé à la porte du rectorat, en urgence, pour une demande de poste d'enseignement. Mais le délai est largement dépassé. Il aurait fallu vous réinscrire en mai. Il me fut proposé d'accepter un poste de surveillance. Je n'avais pas le choix. Je devais gagner ma vie. J'avais la garde de mes 2 enfants aussi. Merci Jacques et merci Suzanne pour la lecture de ces extraits, donc tirés du livre Au fil des jours. Je vais juste terminer avec Suzanne en vous posant 2 questions. La première, un sujet de vos enfants. Vous évoquez très bien dans le livre l'incidence que cette histoire douloureuse a eue sur la relation que vous entretenez avec vos enfants. En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il s'est passé, notamment avec votre fils aîné, Julien, dans le livre, qui est majeur au moment où vous partez ? Une incidence, malheureusement, néfaste. Je me suis rendu compte par la suite que mon fils était manipulé, utilisé par son père pour me porter atteinte. Et afin d'éviter que cette situation se pérennise, j'ai décidé de me tenir éloigné et de couper les ponts avec lui à ce moment-là.
Et c'est une situation qui dure toujours, puisque la Alors, couverture du livre n'est pas anodine. à ce moment-là, alors j'ai voulu reprendre contact avec lui lorsque j'ai écrit le premier roman, mais il m'a répondu un courrier très sec que ce n'était pas la peine de lui écrire à nouveau, qu'il n'ouvrirait pas mon courrier. Et donc ma deuxième question, qui était un peu pour faire suite à la première, c'est où en êtes-vous aujourd'hui, puisque les faits datent un peu. On parlait de la couverture, j'aimerais bien que vous me parliez de cette couverture qui Voilà, n'est pas alors, anodine. oui, alors aujourd'hui nous en sommes au même point. Je lui ai fait envoyer les autres ouvrages. Je suis toujours dans l'attente d'un courrier et le choix de cette couverture veut indiquer que je viens chercher chaque jour mon courrier et que je pense toujours avoir au-dessous un courrier de mon fils à relever. Je reprendrai contact avec vous Oui. Alors, éventuellement. ce qui s'ajoute à ça, c'est qu'il a eu 2 enfants, 2 garçons qui doivent avoir plus de 20 ans, avec lesquels il n'a jamais facilité une rencontre. Et que vous n'avez Que je ne jamais connais pas. rencontré. Voilà. Ce qui fait qu'ensuite, avec ma fille, qui a lancé un dossier d'adoption, eh bien, elle a adopté une petite fille et maintenant j'ai une petite fille. Et donc le symbole de cette couverture est très important pour Suzelle. Et le détail des conséquences de la relation néfaste sont très bien décrits dans le livre. Donc vraiment n'hésitez pas, si ce livre tombe entre vos mains, à le lire, puisque toute une partie de l'histoire de Suzelle est développée après le fait qu'elle soit partie de la maison. Et c'est loin d'être fini. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup d'épreuves qui l'attendent, et notamment l'impact sur les enfants est très important. Donc c'était important aussi de finir la discussion et la lecture avec cette thématique.